comme un axe central de l'époque, effectivement, la perte des grands récits, la perte d'universaux, la perte comme ça, due à la déconstruction de la modernité, bon, des sujets, laisse nos contemporains dans une sorte de déboussolement, c'est-à-dire la fin du sens de l'histoire, par exemple, la fin du mythe du progrès, la fin de l'historicisme marxiste hegelien, ou même le positivisme, l'idée de qu'il y a une augmentation des savoirs, une conquête des lumières, etc. Bon, la fin de cette époque laisse nos contemporains dans une sorte de dispersion, n'est-ce pas? L'exemple que je donne toujours, c'est celui qui sort de l'article de Hegel qui s'appelle La ruse de l'histoire, dans lequel Hegel il explique que les hommes et les femmes, vacants à leurs activités quotidiennes et en suivant leur intérêt, ignorent savoir qu'ils suivent un intérêt commun. L'idée, c'est les entités individuelles, les hommes et les femmes, ils vaquent chacun absolument de son côté, dans l'immédiateté de leur expérience. Dans l'immédiateté de leur expérience, les hommes et les femmes disent, en suivant leur intérêt, ignorent qu'ils suivent un objectif commun. On peut dire que ces petits schémas hegeliens dans cet article La ruse de l'histoire, il y a quand même une sorte de radiographie des moelles comme ça, non, de la modernité. L'idée qu'il y a un commun qui nous attend. Que ce soit, c'est quand même un tout petit peu la modernité dans laquelle l'espoir n'est pas aux cieux, l'espoir n'est pas dans une autre vie, l'espoir est dans ce monde-ci, pas pour et par ce monde-ci. Alors donc, effectivement, la téléologie, l'essence de l'histoire, le progrès, d'une façon un tout petit peu caricaturale, on dit, bon, ben voilà, dans ces tout petits schémas, on peut les comprendre comme ça. Ciao. Così quando parlerò di fisica saprò che c'è il commissario politico qui. Ho dato risposte. C'est en italien. Là, on est au complet. Pour le moment, je n'ai pas parlé de physique quantique, alors j'attendais que tu arrives. Alors, bon, c'est compréhensible cette idée, n'est-ce pas? Cette idée de comment, dans la modernité, il y a un schéma général comme ça, une sorte de schéma partagé par les différentes idéologies, par les différents points de vue du monde, etc. C'est cette idée d'une promesse commune qui fait que, non pas dans l'au-delà, mais dans ces mondes sublunaires, chacun en faisant ce qu'il fait, il doit arriver là. Et dans les sens hegeliens, c'est-à-dire dans les sens hegeliens, chacun faisant ce qu'il fait, même en contradiction avec l'autre, n'est-ce pas? C'est-à-dire les nazis, il est aussi nécessaire que les résistants. Celui qui ne fait rien, il est aussi nécessaire que celui qui s'active. C'est-à-dire que, du coup, il y a cette sorte de rédemption laïque, non, dans le sens hegelien, où, de toute façon, quoi que tu fasses, tu ignores que tu sers à un objectif commun. Et alors, ce qu'on disait comme... Il est où le machin pour faire ça? Ce qu'on disait comme schéma, on disait, si on veut comprendre avec ces petits schémas la fin de cette promesse commune, la fin de cet idéal du progrès, etc., et voir qu'est-ce que donne cette fin de modernité, on a dit, bon, ben voilà, c'est comme si tout à coup, en disparaissant cet point oméga où on allait se rejoindre, tout à coup, la phrase de Hegel reste coupée. Chacun vaquant à ses activités, ben, il va qu'à ses activités. N'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est la perte de ces sens, qui étaient un sens sous-jacent, conscient, inconscient, connu, inconnu, mais ces sens sous-jacents qui justifiaient d'emblée notre vie. N'est-ce pas? Et vous savez, ou pas, je sais pas, les pères Teilhard de Chardin, le français, qui fait une sorte de
articulation de la théologie avec Hegel, non, et avec Darwin, non, dans lequel il va dire, bon, mais voilà, des points alpha au point oméga, et il va mettre ça comme les descentes du Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire que tout le monde se monte dans la modernité à cette histoire coloniale d'un devenir vers une complétude. Et coloniale, pourquoi? Coloniale parce qu'effectivement, c'est l'idée coloniale qu'il y a un homme qui est l'homme blanc, etc., qui est le modèle vers lequel les colonisés doivent adhérer. Ils doivent aller vers ça. Et donc cette universalisation, alors bon, on le répète comme ça, mais bon, c'est les fameuses controverses de Valladolid dans lesquelles Las Casas, non, les frères Bartolomé Las Casas, s'opposent au Vatican, à Sepúlveda, qui s'appelaient les mecs du Vatican, en disant est-ce que les Indiens sont des animaux ou est-ce que les Indiens c'est des humains? Et Frère Bartolomé va dire sont des humains avec l'humanité inaccomplie. Vous comprenez? Et la modernité va devenir cet accomplissement. Alors, c'est les fameuses futures promesses. Or, dans la postmodernité, comme on veut l'appeler, voilà, après la crise de la modernité, parce que la postmodernité est chargée de plusieurs sens bizarres, dans la crise de la modernité, pas seulement les futures promesses disparaissent, mais on se trouve dans des dispositifs contraires des futures menaces. Le futur devient une menace. C'est-à-dire que de la même façon que les kidams de la rue, pendant la modernité, sans savoir pourquoi, dit demain ça ira mieux, n'est-ce pas? Il y a cet espoir que demain, de la même façon, depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, de façon tout à fait irréfléchie, donc c'est entré dans les sens communs, et les sens communs c'est quand même ces pensées qui font corps dans les corps, n'est-ce pas? Ces pensées qu'on n'a pas besoin de les penser pour les dire. Hein? Eh bien, c'est devenu dans les sens communs que demain ça sera pire. Effectivement, ce n'est pas non plus une vue de l'esprit, non? C'est-à-dire effectivement les menaces écologiques, démographiques, économiques, politiques se cumulent. Hein? Mais ce qui est important, c'est quand même cette force du mythe, dans le sens d'un mythe matériel, non? Qui fait que, on pourrait dire, c'est parce qu'il y a des menaces qu'il y a le pessimisme. Non? Mais à vrai dire, même au cœur d'une situation très menaçante, comme ça pouvait être pour nous en Amérique latine, dans l'époque des résistances, des disparus, l'époque le plus horrible, ou même au cœur de la Première Guerre mondiale, imaginez-vous, l'horreur totale, et pourtant le futur était une promesse. Vous voyez, c'est-à-dire, et pourtant, malgré la noirceur immédiate, c'est ça que je voulais dire, n'est-ce pas? C'est pas le fait que les menaces aujourd'hui, menaces bien réelles, menaces assez graves, etc., n'est-ce pas, assez irréversibles, mais les menaces objectives que nous pouvons comprendre n'expliquent pas toutes seules l'effet de la négativité absolue avec laquelle on regarde nos vies, on pense le futur, n'est-ce pas? Il faut aussi ces points de vue, qui est le point de vue de la perte de ces sens donnés par la modernité, n'est-ce pas? Et ça, c'est un élément subjectif, mais très, très important. Bien. Alors, nous disons, à ce moment-là de la crise, effectivement, on ne peut pas revenir en arrière, c'est-à-dire on ne peut pas refaire une sorte de vision globale avec réinventer le progrès, ou par exemple, c'est évident que les innovations technologiques ne peuvent pas faire un remake du progrès. Le progrès, c'était autre chose. Le progrès, c'était un changement ontologique du monde, de la façon de vivre, etc. N'est-ce pas? Alors, malgré tous les changements qui existent, notre monde se trouve absolument orphelin de cet sens unitaire du progrès. Et on se trouve dans une forme de dispersion. Hein? C'est-à-dire cette dispersion, cet individualisme, cette idée de chacun sa vérité, chacun son expérience. Alors, dans l'invitation, là je suis juste à paraphraser l'invitation.
dans l'invitation, on disait, entre cette perte d'une sorte de mythe, des nouvelles promesses, et bon, les promesses intégristes aux religieuses, ou des sectes, non, qui se proposent comme candidats, ils disent non, nous on peut refaire la promesse, etc. Bon, la réalité pour le moment, c'est la dispersion sous deux modes. Hein. Sous un mode d'un individualisme forcené, c'est-à-dire on aura tendance à dire je ne peux faire foi, je ne peux croire que dans ce que je sens immédiatement moi, non, en mettant un moi, alors du coup qui devient substantiel d'une façon un tout petit peu caricaturale, parce que c'est une sorte de chaos qui entoure des moi qui trouvent un sens dans leur expérience immédiate. Mais plus cette expérience est immédiate, plus c'est individuel, plus elle est massifiée, de l'autre côté, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je me souviens, en Argentine, il y avait une pub qui disait « Porte des jeans Lee, parce que les jeans Lee te particularisent. » Non? Et alors, 10 millions d'Argentins portaient des jeans Lee qui les particularisaient, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'effectivement, l'individualisme, dans ce sens-là, loin d'être des êtres humains, libres penseurs, qui, de façon critique, mènent leur vie, c'est un mode de massification. C'est-à-dire, là où il y a l'individu, il y a la masse. Non? Et c'est pour ça qu'on dit, plutôt que libérer l'individu, non, on doit libérer l'individu du pouvoir, il faut se libérer du pouvoir de l'individu, n'est-ce pas? Parce que l'individu, ce n'est pas chacun de nous en tant qu'une individualité, en tant qu'une personne. L'individu est un modèle de société, n'est-ce pas, qui est la société néolibérale, etc. C'est un modèle qui inclut des personnes individuelles, n'est-ce pas, qui inclut, oui, des individus de l'espèce. Mais l'individu n'est pas une personne individuelle, de la même façon que pendant la modernité, ce que Foucault appelle l'époque de l'homme, ben, l'époque de l'homme, ce n'est pas l'homme qui était le sujet, c'est-à-dire l'homme est à comprendre comme un dispositif, n'est-ce pas, un dispositif dans lequel rentrent les modes de production, l'écosystème, des humains, vous voyez, c'est-à-dire que l'homme, ce qu'on appelle l'homme de la modernité, l'époque de l'homme, eh bien, nous ne pourrons pas l'apprendre comme en disant c'était une époque dans laquelle on mettait au cœur du dispositif les êtres humains. Vous voyez, c'est pour ça que, par exemple, en Italie, souvent, quand on m'invite, j'entends parler d'un nouvel humanisme, remettre l'homme au centre, mais bon, si par l'homme on entend les êtres humains, ça serait vraiment une nouveauté incroyable de mettre les êtres humains au cœur de quoi que ce soit, parce qu'effectivement, dans des dispositifs humanistes dans le sens de l'humanisme bourgeois, colonial, etc., n'est-ce pas? Eh bien, dans l'humanisme, l'idée de que l'anthropocentrisme signifie que les êtres humains sont au centre des dispositifs n'est pas vrai. Voyez, et c'est ce qui crée quand même un tout petit peu cette confusion permanente, non? Parce qu'on dit, mais comment cette politique ne tient pas compte de l'homme, n'est-ce pas? On fait la guerre, mais ça fait mal à l'homme, n'est-ce pas? Et non, ça ne fait pas mal à l'homme. Les dispositifs matériels, objectifs, homme, se portent très bien avec la guerre, se portent très bien avec l'exclusion, vous comprenez? De la même façon que quand on dit l'individualisme, on dit non, mais c'est les droits des individus. Ah non, 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 non. C'est-à-dire, toi en tant que personne individuelle, ben non, l'individualisme est un dispositif de pouvoir et de production dans lequel les êtres humains, une fois encore, ne sont pas au centre.